Le cercle RH et les experts de Smart Job, 3 sujets importants évidemment. Les retraites, sujet à 2 têtes, parce que d'un côté, les décrets d'application, en tout cas une partie des décrets ont été publiés au journal officiel. C'est le passage de 62 à 64 et 3 mois. Et puis, j'allais dire, simultanément, il y a eu ce mouvement social. En tout cas, cette dernière manifestation, baroud d'honneur pour la CFDT, il faut continuer, dit la CGT. Déjà une petite fissure du mouvement syndical autour de cette question. Puis on va parler de la politique familiale, ça c'est un sujet important et européen d'Elisabeth Borne. On va augmenter le nombre de places de crèches, alors que Pôle emploi indique que les métiers de la petite enfance sont un des métiers les plus pénuriques. Comment faire, évidemment. Et puis on parlera de la réindustrialisation, parce que je sais que ça tient à cœur à mes invités qui sont sur le plateau. Pascale Joannin, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et vous avez virtuellement sous le bras le rapport Schuman 2023. Il est virtuel. Non, vous l'avez. Je l'ai, mais bien sûr, je l'ai. Il est là, il est près de moi, il est toujours avec moi. Merci d'être là. Alban Saint-Joigny, ravi de vous accueillir. Consultant Backbone Consulting. Alors, évidemment, vous venez toujours avec comme ça le thermomètre numérique du rapport des Français à tous les sujets dont on va parler. Merci d'être là. Et Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe, CEO et cofondateur de New Bridges. Et puis, vous avez été par ailleurs dans vos autres vies DRH d'entreprises privées et publiques. Merci d'être avec nous. Les décrets d'application sont sortis en partie. Juste d'abord, l'opinion sur les retraites. Comme ça, on va pouvoir faire un sujet global. Pour eux, c'est derrière. On prépare les vacances. Ou pour eux, c'est encore un sujet d'actualité? Alors, il faut savoir que les Français n'acceptent pas vraiment de tourner la page, même s'ils ne se mobilisent plus. On l'a vu hier, c'était la journée avec la mobilisation la plus basse. Mais 58% des Français continuent de soutenir le mouvement contre celle-ci. Ça reste aussi toujours le sujet de conversation en ligne numéro 1. Il y a plus de 500 000 messages depuis une semaine, ce qui montre que la colère est toujours là. Elle Pas baisse dans la rue, mais sur les réseaux. légèrement. Bien sûr, il y a foultitude de commentaires négatifs à charge contre le gouvernement. Donc il y a une atténuation, mais le cœur de la retraite, c'est 64 ans. Et 3 mois. Et 3 mois, je le dis parce que le décret d'application le précise bien. Détail qui a son importance. Pour ceux qui sont nés à partir de, sans dire de bêtises, septembre 1968, 61, 68. On est bien d'accord, Jean-Christophe Sibéras? Oui, puisque c'est quand même une application progressive. Progressive. On y va. Ça démarra au 61. Voilà, 62 ans et 3 mois, 62 ans, etc. Jusque ça va mettre quand même quelques années. Mais on sort comment, Jean-Christophe, au terme de ça. De ce duel? Parce que ça a été un duel pendant 5 mois, gouvernement contre mouvement social, et français en partie, puisque l'opinion est toujours défavorable. Est-ce que le gouvernement dit là ce soir, bon bah ça va, voilà, on a passé l'étape des retraites? Est-ce que le gouvernement peut se dire ça? Est-ce que le président de la République peut se dire ça? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'ils disent pas, ils évitent de s'exprimer, surtout de manière trop conflictuelle, etc., parce qu'ils savent que les blessures sont encore à vif, finalement, est à vif. Donc, ils sont plutôt en train d'essayer de dérouler d'autres sujets, d'installer dans le paysage, dans l'incarnation, dans tous ces déplacements, dans toutes ces visites, d'autres thématiques. Et on a eu le D-Day, on s'est dit, bon voilà, on refocus. On en a, là, les 1000 ans du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire l'histoire de la France, éternelle. La fierté, donc là, c'est l'émotion, pour essayer effectivement de déplacer le terrain. Ce qui est quand même, ce qui me frappe le plus après, dans cette opposition, c'est que même les gens qui étaient finalement pas si contre que ça, qu'il fallait faire quelque chose. Les modérés. Ils disent, mais comment a-t-on pu se débrouiller si mal et arriver à ça? Même sur le fond, ils sont pas contre, ok. Mais formellement, mais ils se disent sur la forme, c'est quoi ce bazar et ces dégâts? Et effectivement, ils se disent, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Par exemple, cette intersyndicale qui dit, nous on continue à travailler ensemble. Il y a des gens qui se disent, y compris dans les boîtes, qu'est-ce qui va se passer, y compris dans les entreprises, sur ces intersyndicales. Donc ça soulève plein de questions sur ce qui va se passer ensuite. Pascale Joannin, vous avez des sujets qui vous sont chers, la politique familiale et la réindustrialisation, mais d'un petit mot, parce que l'Allemagne, qui est souvent citée en modèle dans un dialogue social très apaisé, dans des négociations structurées, en France, l'unité syndicale a duré. J'ai envie de dire qu'elle est terminée. Le match pour les retraites est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas mentir aux Français, dit Laurent Berger. Puis de l'autre côté, on a Sophie Binet pour la CGT qui dit mais c'est le gouvernement qui refuse de négocier sérieusement avec les organisations, mais son agenda gouvernemental et patronal régressif, on n'en veut pas, donc elle continue d'une certaine manière le combat. Ça vous inspire quoi, vous qui avez finalement un regard très européen sur tous ces sujets?
Alors, en Europe, on est content que la réforme des retraites ait été votée parce que la France est attendue sur les réformes. Alors la réforme des retraites n'est qu'une des réformes qu'on doit faire. Ah. Et oui, parce qu'on a quand même des comptes qui ne sont pas à l'équilibre. Et nos amis européens, notamment du Nord et allemands, se disent, mais bon, on est ensemble dans un même bateau, Il y a on a les la retraites, même il y a la monnaie, dette. on a les mêmes règles, puisque c'est un marché unique, etc. Donc tous les pays ont fait des efforts. Alors je rappelle que sur la retraite, on ne va pas se mentir, la France était le dernier wagon, où en effet tous les autres pays sont passés au niveau de l'âge à une limite qui est bien supérieure aux 64 heures et 3 mois aujourd'hui. Donc même ça, on n'a pas été capable d'aller jusqu'aux 65 ans, qui sont à peu près la norme. Jean-Christophe dit que c'est la méthode qui a péché. Voilà. Enfin, non, mais la méthode. Ah oui. Mais mais la méthode. Mais en Europe, on juge pas la méthode, on juge le résultat. Les résultats. Donc le résultat, c'est cette première réforme, et j'allais dire, va passer. Vous nous rassurez, voilà. Pascal? Et donc. Mais on va être attendu au tournant sur d'autres choses, puisqu'on a la dette publique, on a un certain nombre de comptes publics à mettre en avant. Donc, ce petit passage que nous avons fait, cette première réforme, n'est qu'une de celles qu'on attend au niveau européen. Un mot, parce qu'après, vous n'aurez plus beaucoup de temps pour parler d'autres sujets. Je sais qu'ils vous tiennent très à cœur, et sur les sujets européens et industriels, Pascal a des choses à nous dire. Mais vous vouliez réagir sur quoi? Sur la dette et sur tout ce qui nous attendait. Exactement. Le plus dur reste à venir, quoi. Sur la dette publique, et notamment avec la note de Standard & Poor's, qui n'a pas vu la dégradation attendue, mais il y a eu énormément de lobbying de la part du gouvernement pour justement infléchir cette décision. Mais justement, on a sorti un sondage la semaine dernière, Backbone Odoxa, sur ce que pensent et les craintes des Français sur la dette publique, et ils sont 52% à penser qu'il faut arrêter le déficit public au risque de ralentir l'économie. Donc avec des mesures fortes, comment est-ce qu'on fait pour réduire la dette publique? On la voit venir à la réforme, quand même. Exactement, mais ils sont 53% à vouloir diminuer, les Français, diminuer le nombre de fonctionnaires. Ah oui. Et ils sont 60% à vouloir réduire les aides sociales. C'est le fameux combat de Gabriel Attal pour la fraude sociale qui a d'ailleurs très bien imprimé dans l'opinion. Ça, c'est aussi un nouveau marqueur. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ces sujets marqueurs. C'était un des sujets marqueurs en disant, attendez, fraude sociale, on va régler tout cela. Un dernier mot, parce que ça, c'est un sujet fondamental. Pascal nous dit, bon, les retraites, c'est à peu près fait, on va dire, en tout cas vu des Européens. Puis il reste encore plein de choses. Les grandes réformes qu'on évoque, réduire le nombre de fonctionnaires, enfin, ça fait exploser 5 républiques, ça. On est un des pays où le poids de la fonction publique, enfin des fonctions publiques, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux, est très élevé. Enfin, la proportion, un peu plus de 5 millions par rapport à 23 ou 24 millions d'actifs dans le privé. Donc le poids de la fonction publique est très important. Effectivement, ce qui caractérise le statut des fonctionnaires, je l'ai été d'ailleurs, c'est effectivement le statut est extrêmement rigide. Là, pour le coup, quand on veut faire des réformes dans le public, il y a une rigidité institutionnelle. Et effectivement, objectivement, ça, c'est une des choses sur lesquelles Emmanuel Macron, qui pourtant est plutôt remarquable dans le genre « je dis que je vais faire quelque chose, je le fais ». Le réformateur. Il y a un domaine où effectivement on peut dire qu'il n'a rien fait, mais rien, c'est la fonction publique. La fonction publique. Avec une négo sur les salaires. L'évolution dès 2017. Oui. Et effectivement, c'est assez troublant et c'est probablement une... Et là, on se dit, même lui, il n'y arrive pas. Donc, on se dit, qui pourrait faire quelque chose? C'était encore au XXe siècle, enfin, début XXIe, Nicolas Sarkozy sur la réduction du millefeuille. Rappelez-vous, ça a provoqué un millefeuille en plus, une étape en plus avec les métropoles. Il voulait supprimer les départements, on a gagné les métropoles. Donc, on n'a pas réussi notre coup. Tournons la page des retraites. Je sais qu'on va en reparler puisque les décrets sortent peu à peu et que peut-être la bataille se fera sur les réseaux sociaux et dans les urnes, puisque les Français, évidemment, vont devoir voter aux européennes, il faut le préciser. Un mot sur Elisabeth Borne à Angers, qui lance un très grand programme, là aussi c'est un marqueur intéressant, la politique familiale française, 200 000 places d'ici 2030. Tiens, je donne la parole à Pascal, parce qu'on cite, alors cette fois-ci en contre-modèle, le modèle familial allemand. Qui accompagne très peu les femmes. Beaucoup de femmes restent à la maison pour garder leurs enfants. On a une politique familiale en France qui est un modèle. Oui, alors c'est très important cette annonce sur la petite enfance parce que on voit dans la corrélation entre la démographie et ce qui aide les femmes quand elles ont des enfants. En France, on a un système que toutes les
toutes les européennes envient. C'est-à-dire que vous avez en effet des systèmes de garde d'enfants, pas forcément privés, publics. Et donc, vous pouvez avoir une famille et retourner au travail pour les femmes. C'est etc. l'objectif. Alors qu'en Allemagne, dès que vous êtes, ou dans d'autres pays, mais en Allemagne notamment, le taux démographique est beaucoup plus faible. On est quasiment à 1,3 et donc, alors que nous sommes à 1,8. Je rappelle que le renouvellement, c'est 2,1. Donc, on est tous les deux en dessous. On est tout en dessous, mais on est quand même mieux. Et donc, tout ça, ça contribue à, en effet, en Allemagne, donc il n'y a pas d'aide. Donc en effet, les femmes qui se retrouvent... Soit en finance, soit restent à la maison. Soit elles restent à la maison, elles abandonnent leur travail, etc. Donc en effet, il y a des projets européens pour justement développer ces systèmes de garde à partir de 3 ans ou 6 ans dans tous les pays européens qui n'en sont pas dotés. Et on voit donc que ça fait un peu tache d'huile, justement pour essayer que cette démographie européenne reparte un peu à la hausse, parce que nous sommes un continent qui vieillit et qui ne se renouvelle pas. Côté backbone, c'est un sujet là vraiment important, au-delà de la prégnance des retraites et de tout ce que vous avez lu, la politique de la petite enfance, 100 000 places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants d'ici à 2027, avec l'objectif d'aboutir à 200 000 places en 2030. Ça réagit comment? Parce que la réalité des Français aujourd'hui, c'est que souvent ils ne trouvent pas de place en crèche, mais que la réalité, c'est que les crèches ne trouvent pas de salariés non plus pour travailler dedans. Ouais, c'est ça l'enjeu. Exactement. Et alors il faut savoir que c'est un sujet qui est très sensible dans l'opinion, celui de la petite enfance. C'est un secteur qui est en crise globalement. Et d'ailleurs, on voit qu'il suffit de regarder les vidéos de témoignages des parents sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, qui expriment tout leur désarroi face à ces maltraitances, leurs enfants malmenés. Il suffit de regarder le réseau de crèches People and Baby. Regardez, il y a une crise par mois. Chaque fois, des enfants molestés, avec maltraités. des drames qui vont jusqu'à la mort. Il faut quand même préciser qu'un enfant est mort. Absolument, et ce qui rend en fait l'émotion très vive. Quand on touche aux enfants, c'est touché presque au sacré. Et la qualité du service. Tout à fait. C'est ça. Et pour continuer là-dessus, il y a aussi même l'image du métier qui est totalement dévalorisée, sous-considérée. Il faut redonner ses lettres de noblesse. J'ai une amie qui a ouvert une crèche dans le 20e arrondissement. Il me dit impossible de trouver du personnel qualifié. Jean-Christophe, là je m'adresse à l'ancien DRH et qui a quand même un regard précis. C'est quand même un grand écart, là aussi c'est un marqueur de communication. On parle d'un sujet en annonçant 200 000 places pour dire aux parents, regardez, on s'occupe de ce sujet. Mais la Première ministre sait très bien que dans le top 10 des emplois les plus pénuriques, il y a en 3e position les métiers de la petite enfance. Mais c'est injouable. Juste pour dire quand même que, c'est un domaine où la France est très bonne. Et depuis longtemps. Et grâce à ça, il s'est passé 2 choses en France. Le doublement du taux d'emploi en féminin en 40 ans. Donc l'égalité homme-femme, c'est aussi de permettre des femmes de travailler et d'être autonomes. Et la deuxième chose, vous l'avez très bien dit, c'est les femmes font plus d'enfants qu'ailleurs, même si ça a un peu baissé depuis 3-4 ans. Donc au fond... Il y a une politique familiale dynamique. Il y avait un ministre du Travail qui avait dit à Michel Sapin, qui le rencontrait, il dit « Oh, la France, vous êtes un pays formidable ». Alors quand un ministre français arrive à Berlin, on lui dit « un pays formidable ». Il dit, vous êtes... Alors là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, en France, les femmes travaillent et font des enfants, les deux, en même temps. Quel bonheur. Parfois, on oppose la natalité et le travail. Donc, vous cochez parfaitement les cases, et c'est vrai que c'est plutôt une réussite française. Là, effectivement, il se trouve que j'ai un petit mandat d'élu local, je m'occupe en particulier des RH dans ma commune. Effectivement, on a 8 crèches. Le tropisme. On a 8 crèches, et effectivement, les pénuries de recrutement vous aussi. des assistantes maternelles. Mais il faut les payer plus, Jean-Christophe Sibéras. Les puéricultrices. Alors, revenons à la fonction publique. Nous avons 8 crèches, fonction publique territoriale. Bon, je ne peux pas les payer plus que la grille salariale de la fonction publique. Et comme dans ma petite commune, nous sommes près de Paris, et Paris a un statut spécial, et c'est mieux payé parce qu'ils ont un statut spécial, mais la petite commune qui est en concurrence, donc on a un mal de chien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est très juste. On a fait plusieurs choses. D'abord, on a recruté des jeunes apprentis, parce que l'apprentissage des jeunes, dans ce métier comme d'autres, c'est quand même le sourcing par l'apprentissage. Deuxièmement, on essaye de donner aussi quelques avantages non grilles indiciaires. En prime? Non, par exemple, on nous a un peu grondé, d'ailleurs je me suis dit comme dommage, on s'est dit on peut vous donner une voiture de fonction. Puisque c'est pas la grille. Bon, après la Chambre régionale des comptes nous dit une directrice de crèche, elle n'a pas besoin de voiture. Je dis oui, mais bon, travail. Voilà, mais et donc il faut quand même. On parlait de la réforme de la fonction publique. Si on veut aussi ça, c'est un sujet, que le secteur public s'améliore, et le secteur public est très présent dans ce domaine, eh bien il faut aussi assouplir un certain nombre de règles si on veut attirer des jeunes. 1 minute chacun, parce que sinon notre dernier invité n'aura plus le temps pour s'exprimer. Il faut partager ce temps. ST Microelectronics
2,9 milliards d'euros dans une usine à Crolles. On a beaucoup parlé de l'usine des batteries qui est sortie là, et dont les salariés vont rentrer prochainement après formation. Là, c'est les fameux semi-conducteurs dont on nous a beaucoup parlé pendant la crise Covid puis la crise ukrainienne. C'est un projet européen, enfin c'est ST Microélectronique, c'est en France, mais c'est une dynamique européenne, ça. Mais c'est une dynamique européenne parce que l'Europe a décidé de réduire ses dépendances. Ben oui. On l'avait vu avec la crise du Covid, on le voit maintenant avec l'Ukraine, donc c'est une indépendance énergétique, une indépendance industrielle. Et on a trop désindustrialisé partout en Europe et principalement en France, plus qu'en Allemagne et qu'en Italie. Et donc on voit bien que tous les pays sont un peu en concurrence, et on est en concurrence avec qui? Avec les Chinois ou avec les Américains. Quand on regarde ce que font les Américains, ils aident leurs entreprises à investir, etc. Donc, quel paradoxe, il n'y a aucune raison que l'Europe et la France en Europe ne fassent pas la même chose pour attirer des champions, pour permettre en effet de créer des emplois dans des secteurs d'avenir et qui réduiront en effet les dépendances vis-à-vis de nos compétiteurs internationaux. Les États membres et l'UE, le 18 avril dernier, ont revu les règles de subventions publiques au secteur pour éclairer les aides d'État, ce qu'on appelle les aides d'État. C'est-à-dire, on avait des règles, on les a assouplies pour justement permettre à l'économie européenne de pouvoir relever les défis qui sont ceux qui sont du monde international. Patriot Act européen, en quelque sorte, parce que c'est de ça un peu dont il est question. Qu'est-ce que disent? Est-ce que les Français sont sensibles, enfin, en tout cas l'opinion est sensible à ces sujets, ou est-ce qu'elle est très micro vie quotidienne, ou est-ce que ce sujet de la réindustrialisation les interpelle? Ouais, c'est sûr que ça les interpelle, puisqu'on parle là de la souveraineté économique française, la souveraineté industrielle, on parle de la création d'emplois. Ce qui est intéressant, c'est que même si l'annonce est passée de manière un peu inaperçue, puisque l'œil médiatique était plutôt focalisé sur les retraites hier, j'ai relevé quand même plusieurs commentaires négatifs, à la marge, certes, mais du type quel pillage, les tâches lesquelles l'État lâche 2,9 milliards pour implanter une usine de semi-conducteurs, cadeau offert à ST Microelectronics, soit plus qu'un quart du fameux déficit des retraités de 11 milliards, ce qui vient illustrer aussi l'esprit de contradiction français, c'est à la fois de critiquer, de dire là, il faut de l'argent. On veut des emplois chez nous. Ça rejoint un peu l'idée de la dette publique, c'est la fin de l'argent magique. En fait, les Français ne veulent plus de cet argent magique. En même temps, on a été un peu dupé pendant le Covid, puisque l'argent magique a quand même coulé à flot pendant le Covid. Ils disent ça, mais si en effet l'investisseur va de l'autre côté du Rhin ou d'un autre côté, ils vont se dire mais pourquoi on l'a pas fait nous? Donc c'est l'esprit de contradiction. Une schizophrénie en disant on veut pas ça, mais ils sont bien contents de les avoir chez nous plutôt que chez le voisin. Merci à vous trois. Merci à vous, Pascale Joannin. Diversification et sécurité des approvisionnements. C'est vous qui aurez eu le dernier mot, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec le rapport Schuman 2023. Aux éditions Maribé. Aux éditions Maribé, qu'on n'oublie pas, qui est un document essentiel. Alban Saint-Joigny, consultant Backbone Consulting, avec tout ce travail pour observer l'opinion. Merci d'être venu, Jean-Christophe Sibéras. Merci à vous, élu local, parce que vous l'avez dit, SEO de New Bridges. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec la chronique de Laurent Pietraszewski, justement sur la qualité de vie au travail. Comment ça se passe exactement? On en parle avec lui.